Il y a quelques semaines, j'ai croisé le patron d'une petite boulangerie dans mon quartier. Ça faisait des années qu'il était là, avec sa boutique, ses croissants du matin, ses habitués qui passaient avant d'aller travailler. Il m'a dit qu'il fermait, pas parce qu'il n'aimait plus son métier, pas parce que les gens avaient arrêté de manger du pain, mais parce que les charges avaient augmenté, que les marges s'étaient réduites jusqu'à ne plus exister, et qu'à un moment donné, continuer revenait simplement à travailler pour rien. Il m'a dit ça très calmement, avec une espèce de résignation tranquille, comme si, quelque part, il l'avait vu venir depuis longtemps. Je n'ai pas su quoi répondre. Et en rentrant chez moi, j'ai continué à y penser. Parce que ce n'est pas une histoire isolée. En 2025, plus de 68 500 entreprises ont déposé le bilan en France. Des boulangeries, des restaurants, des artisans, des petits commerces, des sociétés de taille moyenne qui existaient depuis des décennies. Et les projections pour 2026 évoquent déjà quelque chose comme 69 000. Ces chiffres, si on les entend souvent, finissent par devenir abstraits. Mais derrière chaque chiffre, il y a quelqu'un qui a fermé à clé une dernière fois, qui a rendu les clés, qui a dit à ses employés qu'il n'y avait plus de travail pour eux. Alors on peut se dire que c'est la conjoncture, que c'est l'inflation, la crise de l'énergie, le Covid qui a tout déréglé. Ce sont des explications qui tiennent en partie. Mais parfois, en cherchant un peu plus loin, on tombe sur des choses qui donnent envie de poser des questions différentes. La dette publique française approche aujourd'hui les 118,6% du PIB. Pour donner une image, c'est comme si quelqu'un gagnait 2 000 euros par mois et devait 2 372 euros à la banque, non pas en tout, mais pour chaque mois de revenus. Et cette dette, elle n'est pas statique, elle génère des intérêts. En 2026, la charge de la dette, c'est-à-dire ce que l'État paie juste pour rembourser les intérêts, pas même le capital, atteint 74 milliards d'euros par an. 74 milliards, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est une somme qui part chaque année, comme un loyer, avant même qu'on ait pu penser à financer quoi que ce soit d'autre. Et pour faire passer le budget 2025, le gouvernement a utilisé l'article 49,3, ce mécanisme constitutionnel qui permet d'adopter un texte sans vote de l'Assemblée. Ça a provoqué des remous, des débats, des réactions. Mais ce qui est resté moins dans la conversation, c'est une question plus simple. Pourquoi dans un pays aussi riche que la France, en arrive-t-on à devoir passer un budget de cette façon, dans ce contexte, avec ces chiffres? Ce n'est pas une question politique au sens partisan du terme. C'est une question qui touche à quelque chose de plus structurel, de plus ancien peut-être. Et c'est là qu'on tombe sur 1973. Le 3 janvier 1973, une loi est promulguée en France. Elle porte notamment le nom de Georges Pompidou, qui était alors président de la République. Cette loi réforme le statut de la Banque de France et elle contient un article, l'article 25, qui dans les faits interdit au Trésor public d'avoir un compte débiteur auprès de la Banque de France. En clair, elle interdit à l'État français d'emprunter directement à la Banque centrale à des taux très bas, voire à taux zéro. Avant cette loi, l'État pouvait, dans une certaine mesure, financer certains de ses besoins en s'adressant directement à la Banque de France. Ce n'était pas illimité, ce n'était pas sans risque, et ça posait des questions légitimes sur l'inflation. Mais ça existait. Après 1973, la porte se ferme. L'État doit désormais emprunter sur les marchés financiers, auprès de banques privées, à des taux qui fluctuent selon la confiance que ces marchés accordent à la signature française. Et là, on peut se demander, est-ce que ce changement, ce moment précis, a eu une influence sur tout ce qui a suivi? Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Aucune explication historique ne tient dans une seule phrase, et ce serait malhonnête d'essayer de réduire 50 ans d'histoire économique à un seul article de loi. Mais ce qui est intéressant, c'est la trajectoire. Avant 1973, la dette publique française est relativement contenue. Elle tourne autour de 15 à 20% du PIB. Après, elle commence à monter. Lentement d'abord, puis avec une constance qui traverse tous les gouvernements, de droite comme de gauche, toutes les idéologies, toutes les promesses de rigueur budgétaire. Comme si quelque chose dans le mécanisme avait changé de façon durable. Il y a des économistes qui défendent la loi de 1973 en expliquant que laisser un gouvernement emprunter directement à sa banque centrale, c'est une porte ouverte à l'inflation incontrôlée. C'est un argument sérieux. L'histoire en donne des exemples.
Ah, et il y a d'autres économistes qui répondent que le système mis en place après 1973 a transféré une partie de la souveraineté budgétaire de l'État vers les marchés, créant une dépendance structurelle au taux d'intérêt et à la confiance des investisseurs. Ce n'est pas une dispute anecdotique. C'est une question sur la nature même de la monnaie et sur qui décide, au fond, combien un État peut dépenser pour ses citoyens. Mais continuons. Parce que la loi de 1973 en France, ce n'est pas seulement une affaire nationale. Quand la France rejoint la zone euro en 1999 et adopte la monnaie unique, les règles deviennent encore plus encadrées. Le traité de Maastricht puis les différents pactes de stabilité interdisent aux États membres d'emprunter directement à la Banque centrale européenne. Même principe, Ratimano à l'échelle du continent. Et les États doivent passer par les marchés. Ils doivent en convaincre des investisseurs, des fonds de pension, des assureurs, des banques privées, de leur prêter de l'argent à des taux que ces investisseurs fixent en fonction de leur propre analyse du risque. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand la France emprunte aujourd'hui, elle paie un intérêt. Et cet intérêt, il alimente quelqu'un, pas une entité abstraite. Des fonds, des institutions financières, des portefeuilles d'investissement, c'est de l'argent public issu des impôts, des cotisations, du travail des gens, qui part en intérêt vers des créanciers qui peuvent être français, mais aussi allemands, américains, japonais ou n'importe où ailleurs dans le monde. 74 milliards d'euros par an, qui est l'équivalent de ce que paie un pays entier pour le simple droit d'exister financièrement de la façon dont le système est organisé. Encore une fois, ce n'est pas une accusation, c'est une description. Mais quand on s'arrête dessus, ça fait quelque chose. Pensez à votre propre situation. Si vous avez un crédit immobilier, vous savez ce que c'est de regarder un tableau d'amortissement et de réaliser qu'une partie significative de chaque mensualité part en intérêt et pas en remboursement réel du capital. Vous payez pour le droit d'avoir emprunté. Maintenant, multipliez ça à l'échelle d'un État, avec une dette de plus de 3200 milliards d'euros, et vous commencez à sentir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que la marge de manœuvre réelle pour financer des choses, des hôpitaux, des écoles, et du soutien aux petites entreprises qui ferment, des aides aux ménages qui ne s'en sortent plus, se réduit mécaniquement, année après année, à mesure que la charge d'intérêt grossit. Revenons aux entreprises qui ferment. Quand une boulangerie met la clé sous la porte, c'est rarement à cause d'un seul problème. Il y a la hausse des coûts énergétiques, la concurrence des grandes surfaces, la difficulté à trouver du personnel, les charges sociales. Mais il y a aussi quelque chose de plus souterrain. Le contexte économique global, la façon dont les liquidités circulent, la façon dont les banques prêtent ou ne prêtent plus aux petites structures, la façon dont les taux d'intérêt sur les emprunts professionnels ont évolué ces dernières années. Tout ça est lié, pas de manière directe et lisible, mais comme des vases communicants. Et quand l'État est sous pression budgétaire, il peut moins soutenir. Quand les taux montent, les petites entreprises qui avaient des prêts à taux variables voient leurs charges financières exploser. Quand la confiance se contracte, les banques resserrent leurs conditions de crédit. Et quelque part, au bout de cette chaîne, il y a un patron de boulangerie qui fait ses comptes et qui réalise que les chiffres ne tombent plus. Ce qui est troublant dans tout ça, c'est que personne ne semble vraiment décider de ces effets. Ils émergent. Ils résultent d'un ensemble de règles, de traités, de lois adoptées à différentes époques, dans différents contextes, par des gens qui avaient leurs propres raisons, leurs propres convictions. Et une fois que ces règles sont là, elles façonnent le réel d'une façon qui dépasse largement les intentions initiales. C'est peut-être ça, le vrai vertige de cette histoire. Pompidou, en 1973, était-il en train de mettre en place quelque chose de néfaste? Probablement pas dans son intention. Il y avait des arguments économiques à l'époque, une volonté de moderniser le système monétaire, des pressions qui venaient aussi de l'extérieur, la fin du système de Bretton Woods, la montée en puissance d'une certaine pensée économique qui allait devenir dominante dans les décennies suivantes. Ce n'était pas le geste d'un seul homme qui voulait piéger la France. C'était une décision parmi des dizaines d'autres, dans un monde qui se transformait vite. Mais c'est précisément pour ça que la question est intéressante. Ce ne sont pas les grands complots qui façonnent l'histoire. Ce sont les petites décisions techniques, les amendements discrets à les lois adoptées dans l'indifférence générale, qui finissent par créer des structures tellement intégrées qu'on ne les voit même plus. Elles deviennent le fond sonore, l'air qu'on respire, la façon dont les choses fonctionnent, tout simplement, et on n'interroge pas l'air qu'on respire, sauf quand on commence à manquer d'oxygène,
Aujourd'hui, les 74 milliards d'euros d'intérêts que la France paie chaque année, c'est de l'air qui part. Ce sont des ressources qui ne serviront pas à construire des crèches, à rembourser des médicaments, à aider une PME à survivre encore quelques mois. Ce sont des choix qui ont été faits, peut-être sans le voir clairement, il y a 50 ans, et qui se matérialisent maintenant dans des chiffres que tout le monde trouve inquiétants, mais que personne ne sait vraiment comment changer. Parce que changer ça, ça voudrait dire remettre en question des structures dites qui dépassent la France, qui touchent à l'architecture même de l'euro, aux règles de la Banque centrale européenne, aux engagements de Maastricht. Des choses auxquelles on adhère collectivement, mais qu'individuellement, personne n'a vraiment ratifié dans un isoloir en sachant exactement ce qu'elles impliquaient sur le long terme. C'est ça, peut-être, qui est le plus difficile à regarder en face. On vote pour des programmes. On élit des gouvernements, et puis il y a des couches entières de décisions qui ont été prises avant et qui continuent de peser indépendamment de qui gouverne. La dette monte sous les socialistes, elle monte sous les gaullistes, elle monte sous les centristes. Elle monte parce que le mécanisme est là, parce qu'emprunter coûte, parce que les intérêts s'accumulent, et parce que personne n'a encore trouvé, ou peut-être voulu trouver, un moyen de sortir proprement de cette dynamique. Les 49,3 du budget 2025, c'est une image de cette tension. Un gouvernement qui n'arrive pas à faire voter un budget par voie normale parce que les arbitrages sont tellement serrés, tellement difficiles, tellement impopulaires que personne ne veut les assumer en mettant la main dans le pot. Ce n'est pas seulement une question politique. C'est le signe que les marges se réduisent réellement, que les décisions deviennent de moins en moins des choix et de plus en plus des contraintes. Quand on dit qu'un État est sous pression des marchés, on imagine parfois des traders qui appuient sur des boutons dans des salles vitrées. Et c'est vrai que ça existe, cette mécanique. Ah, mais ce n'est pas toute la réalité. La pression des marchés, c'est aussi ce moment très discret où un ministère réalise que si les taux montent de 0,5%, la charge d'intérêt va augmenter de plusieurs milliards, et que ces milliards viendront de quelque part, soit de moins de dépenses, soit de plus d'impôts, soit de plus de dettes. Pas d'autre option dans le cadre tel qu'il existe. Et c'est là que le citoyen ordinaire entre dans l'équation sans le savoir. Parce que moins de dépenses peut vouloir dire des remboursements de médicaments revus à la baisse, des délais plus longs pour avoir un rendez-vous à l'hôpital public, des aides aux entreprises qui disparaissent. Et plus d'impôts peut vouloir dire que la boulangerie du coin, déjà à la limite, bascule dans le rouge. Ce n'est pas spectaculaire. Ça ne ressemble pas à une crise. Ça ressemble à un rétrécissement lent, progressif, presque imperceptible, jusqu'au moment où on se retrouve à ne plus savoir où chercher le boucher d'avant, ni le coiffeur qui avait fermé l'an dernier, ni l'agence de voyage qui était là depuis 20 ans. Et on se dit que c'est la vie, que les choses changent, que c'est normal. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il y a une chose que j'ai trouvée dans certains débats d'économistes, pas des activistes, pas des militants, des gens qui travaillent dans des institutions sérieuses, qui revient régulièrement quand on parle de la loi de 1973 et de ce qui a suivi. C'est cette idée que les règles sur la création monétaire ne sont pas gravées dans le marbre, que ce sont des choix, que d'autres pays, à d'autres époques, ont organisé autrement les relations entre leur État et leur banque centrale, que le Japon, par exemple, a une dette bien plus élevée que la France en proportion de son PIB, mais avec une structure très différente de qui détient cette dette et à quelles conditions. Ce n'est pas une comparaison parfaite. Les situations sont toujours différentes. Mais ça dit quelque chose. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a des architectures différentes, avec des avantages et des inconvénients différents. Et l'architecture qu'on a choisie, ou qui a été choisie pour nous, produit des effets qui sont maintenant visibles dans les chiffres. La question n'est pas de savoir si quelqu'un était de mauvaise foi. La question est de savoir si on comprend vraiment dans quoi on est, comment on y est arrivé, et si on a déjà eu l'occasion de l'examiner collectivement, calmement, sans que ça devienne tout de suite une bataille idéologique. Peut-être que 1973 était une bonne décision, peut-être que les conséquences auraient été pires autrement. Peut-être que sans cette loi, on aurait eu de l'hyperinflation, des crises encore plus sévères. C'est possible. Ce sont des hypothèses contrefactuelles, et l'histoire ne se rejoue pas. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans le fait que cette loi soit si peu connue du grand public, alors qu'elle a possiblement changé de façon très durable la façon dont la France et ensuite l'Europe s'est financée. Que ce soit une loi technique, votée dans l'ombre, dont les effets ne se sont vraiment matérialisés qu'au fil des décennies, lentement, sans grand moment de rupture visible.
Chez les grandes transformations fonctionnent souvent comme ça. Elles ne ressemblent pas à des révolutions. Elles ressemblent à des ajustements. Et c'est seulement beaucoup plus tard, quand on regarde en arrière, qu'on peut voir une ligne, si tant est qu'on cherche à la voir. En ce moment, quelque part en France, un gérant de restaurant est en train de refaire ses calculs pour la troisième fois ce mois-ci. Une comptable explique à son client que les charges financières de son prêt professionnel ont encore augmenté. Une famille regarde sa facture d'électricité et décide qu'elle reportera le remplacement de la chaudière à l'année prochaine. Et un fonctionnaire de la direction du Trésor sait que la prochaine émission d'obligations doit être préparée avec soin pour que les marchés continuent d'absorber la dette française à des conditions acceptables. Tout ça se passe en même temps, dans des bureaux différents, des maisons différentes, des vies différentes, et tout ça est relié par des fils qu'on ne voit pas bien, parce qu'ils sont trop longs, trop diffus, trop anciens. Ce que je ne sais pas, et je pense que personne ne le sait vraiment, c'est si on aurait pu faire autrement. Si une organisation différente du financement public aurait produit un monde où 69 000 entreprises ne ferment pas en une seule année. Si les 74 milliards auraient pu rester dans le circuit, payer des infirmières, rénover des bâtiments scolaires, financer des transitions énergétiques. Ce que je sais, c'est que la question mérite d'être posée. Pas dans la colère, pas dans la certitude d'avoir trouvé un coupable, juste comme ça, tranquillement, avec un café, en regardant une boulangerie qui baisse son rideau pour la dernière fois, en se demandant comment on en est arrivé là. Et si, quelque part dans les archives d'un journal officiel de 1973, il y a peut-être un élément de réponse que personne n'a vraiment pris le temps de lire.